Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés ce matin pour cette conférence. Je voudrais aussi remercier vivement le FAS et Pierre Combris pour l'organisation de cette conférence et pour m'avoir invité à venir parler d'alimentation durable ce matin. Et je voudrais en profiter aussi pour dire un grand merci à tous les collègues et à tous les étudiantes et étudiants avec lesquels j'ai mené depuis plus de 10 ans maintenant les travaux sur lesquels je vais m'appuyer pour cette présentation et qui nous ont permis de mieux comprendre collectivement les enjeux de cette problématique de l'alimentation durable et de pouvoir aussi dégager quelques pistes qui soient crédibles pour l'action. Donc, le titre qui m'a été donné, c'est une alimentation plus durable, oui, mais comment? Alors, pour commencer, je partirai de la définition de l'alimentation durable qui a été donnée par la FAO en 2010. Je pars de cette définition parce que c'est vraiment de cette définition dont nous sommes partis il y a 10 ans quand nous avons commencé des recherches dans ce champ. Et je vais vous la lire intégralement. Donc, les régimes alimentaires durables ont de faibles conséquences sur l'environnement. Ils contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et ils permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc, une très belle définition, très ambitieuse et en fait très utile aussi. Alors, pourquoi j'ai mis des couleurs? En fait, ces couleurs, elles représentent les 4 dimensions de l'alimentation durable sur lesquelles nous avons travaillé. La première, c'est naturellement la nutrition et la santé, puisque moi, je suis nutritionniste et épidémiologiste en santé publique. Donc, à travers cette phrase qui dit que l'alimentation durable doit être nutritionnellement adéquate, saine et sûre. Bien sûr, il y a l'environnement, protectrice et respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes, mais il y a aussi l'acceptabilité culturelle, qui est un volet extrêmement important, parce que si ça n'est pas culturellement acceptable, ça ne sera pas durable, et aussi, bien sûr, le volet économique qui est complexe, puisqu'il faut à la fois que cette alimentation soit économiquement viable pour le producteur, mais aussi accessible et abordable pour les consommateurs. Et c'est quand on a le respect de ces 4 dimensions à la fois qu'on va pouvoir parler d'alimentation durable. Alors, peut-être que ça va vous étonner, mais je vais commencer par la dimension économique. Pourquoi? Parce que c'est celle sur laquelle moi j'avais travaillé avant de connaître cette définition et avant même qu'elle existe en fait. Et aussi un petit peu peut-être pour frapper les esprits, pour bien vous dire que l'alimentation durable, ça n'est pas que l'environnement, c'est aussi l'environnement. Donc, que peut-on dire sur l'accessibilité financière de l'alimentation? On peut estimer le coût de l'alimentation. Alors, soit on fait des enquêtes sur les achats, mais on peut aussi estimer le coût journalier de l'alimentation des adultes à partir des enquêtes de consommation comme l'enquête 1K, en affiliant un prix moyen aux aliments. Et quand on fait de la sorte, on arrive à un coût moyen de 8 € par jour et par personne, par adulte. Bien sûr, vous savez que derrière les moyennes, il se cache toujours une grande diversité, une grande variabilité. Et là, vous la voyez, cette variabilité interindividuelle, elle est très importante et elle est expliquée en très, très grande partie par les apports énergétiques. Selon que les personnes vont avoir des apports énergétiques très faibles ou très élevés ou intermédiaires, eh bien, le coût de l'alimentation va évoluer de façon linéaire et positive. Donc, il y a une corrélation positive forte entre calories et coûts. Et donc, ça implique qu'il ne va pas falloir manger plus que nécessaire si on veut maîtriser les coûts. Et puis, ça veut dire aussi que, bien sûr, il ne faudra pas gaspiller. Alors, la dimension économique, c'est aussi les inégalités d'accès à l'alimentation qu'il faut regarder. Et des inégalités d'accès, on en a en France.
comme dans beaucoup d'autres pays, bien sûr. Et ici, j'ai juste reporté les différences en fonction du revenu des ménages. Donc, vous avez ici les ménages qui sont rangés par décile. Donc, ici, les 10% qui ont les plus faibles revenus et là, les 10% qui ont les plus forts revenus. Et vous avez, avec cette courbe rose, les dépenses alimentaires pour le domicile, les dépenses pour l'alimentation à domicile. Vous voyez qu'assez logiquement, cette courbe va descendre quand le revenu diminue, si bien que voilà, plus les gens ont un revenu faible, plus les foyers ont un revenu faible, plus les dépenses pour l'alimentation seront faibles également, de l'ordre de 8 € par jour pour l'ensemble du foyer dans le premier décile. Si vous regardez maintenant la courbe orange, elle va dans l'autre sens. En fait, elle est un miroir presque de la première. Et cette courbe, c'est quoi? C'est la part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales. Et cette courbe, au contraire, elle augmente quand le revenu diminue. Ça veut dire que pour un foyer qui est situé ici, eh bien, en fait, il va être soumis à une double contrainte budgétaire sur son alimentation. D'une part, il a peu d'argent à consacrer à cette alimentation et malgré cette faible quantité d'euros à consacrer à l'alimentation, ça pèse lourd dans son budget. Donc, en fait, on est dans une situation où les dépenses alimentaires des plus pauvres, elles sont faibles en valeur absolue, mais elles pèsent lourd dans leur budget. Et ça, c'est de nature à expliquer une partie des choix alimentaires des populations défavorisées qui sont en général, alors on est toujours sur des moyennes, mais en moyenne, ces consommations alimentaires sont plus défavorables quand les personnes sont dans un statut socio-économique plus faible. Ici, vous avez toujours à nouveau l'exemple du revenu, et vous voyez que pour les personnes qui ont un plus faible revenu, ici c'est le premier quartile, eh bien, on a un gradient socio-économique de la consommation des fruits et légumes qui diminuent quand le revenu diminue, des féculents qui augmentent quand le revenu diminue et aussi des produits sucrés qui augmentent quand le revenu diminue. On voit aussi d'ailleurs, mais là pas sur ce graphique, mais qu'il y a aussi une moindre consommation de poissons. Donc il y a vraiment une relation importante entre l'économie et surtout le budget alimentaire et les choix alimentaires. Et ça s'explique en fait par une variable assez simple. Alors ça s'explique, bien sûr, ce n'est pas uniquement l'économie et les contraintes budgétaires qui expliquent les choix alimentaires, mais ils y contribuent fortement et ils y contribuent d'autant plus fortement que les personnes ont un faible statut socio-économique et en particulier un faible budget. Et cette variable que je vous montre là, c'est le coût des calories dans les aliments, le coût des calories apportées par les aliments. Et j'ai positionné sur ce graphique les moyennes de cette variable pour les grands groupes d'aliments. Donc ici, fruits et légumes, la viande et poissons, ici des plats mixtes, produits laitiers, produits sucrés salés, céréales, pommes de terre, légumes secs et matières grasses ajoutées. Je les ai rangés par ordre décroissant et vous voyez que les fruits et légumes, mais aussi la viande et le poisson, sont les sources les plus chères de calories dans notre alimentation. À l'opposé, les produits sucrés et salés, les céréales, les pommes de terre et les matières grasses ajoutées sont les sources de calories les moins chères. Malheureusement, ces groupes d'aliments sont des très bonnes sources de vitamines, de minéraux et de fibres pour les fruits et légumes, alors que les produits sucrés salés ont peu d'intérêt. Les céréales raffinées, puisque c'est surtout des céréales raffinées que les gens consomment, ont également un intérêt modeste sur le plan de la nutrition et de la santé. Donc, on a un problème là qui fait que finalement, la hiérarchie des prix n'est pas favorable à l'équilibre alimentaire de façon spontanée. Et il y a finalement une logique purement économique à se tourner vers des aliments de forte densité énergétique, puisqu'ici, finalement, on retrouve des aliments de forte densité énergétique, puisqu'ils fournissent des calories pas chères, quand les contraintes de budget sont sévères, et c'est de nature à expliquer en partie les déséquilibres alimentaires dans les populations défavorisées.
Alors, la question, c'était une alimentation durable, oui, mais comment? Donc là, une première partie de la question, ça va être, est-ce que malgré cette difficulté, finalement, cette hiérarchie des prix qui n'est pas favorable à la nutrition, est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions? Eh bien, oui, c'est possible. Et en s'appuyant, désolé pour la faute d'orthographe, en s'appuyant sur la hiérarchie du coût des calories dans les aliments. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a deux groupes chers, les fruits et les légumes, la viande et le poisson. Eh bien, il va falloir reporter un petit peu du budget pour acheter les fruits et légumes parce qu'on n'en consomme pas assez et maîtriser les dépenses pour la viande, en particulier pour la viande. Dans les deux groupes intermédiaires, il va falloir plutôt aller vers les produits laitiers que vers les plats mixtes, parce que justement, comme ils sont mixtes, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a dedans. Et puis, entre produits sucrés salés et tout ce qu'on appelait avant les féculents, hein, céréales, pommes de terre, légumes secs, on va plutôt se tourner vers les féculents, bien sûr, et en favorisant les féculents complets. Et c'est ainsi, en fait, donc en privilégiant les groupes et les sous-groupes d'aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, qu'on va faciliter l'atteinte de l'équilibre alimentaire sans dépenser plus. Et en particulier, c'est très important pour les gens qui ont un petit budget. Bien sûr, quand le budget est trop faible, beaucoup trop faible, ça ne sera pas possible de jongler à travers sur cette hiérarchie. Il faudra une aide alimentaire de qualité. Alors maintenant, je vais passer à la dimension environnementale. Et vous allez voir, ça va aller plus vite en fait, puisque quand on a commencé à travailler sur la dimension environnementale avec quelques variables d'impact environnemental, en particulier l'impact carbone, on s'est rendu compte que les choses fonctionnaient à peu près de la même façon qu'avec le prix. Alors, je m'explique. On avait pour la première fois estimé l'impact carbone de l'alimentation des adultes en France à partir de l'enquête 1K2. On a trouvé un impact carbone moyen de 4 kg d'équivalent carbone par jour. Il est possible qu'aujourd'hui, cette valeur soit plus élevée d'ailleurs parce que les données, les valeurs ont changé et ça sera d'ailleurs une partie de la thématique qui suivra. Donc, derrière cette moyenne se cache une grande variabilité individuelle. Comme pour le coup, cette variabilité individuelle, interindividuelle, elle est fortement expliquée par les différentiels d'apport énergétique. Donc la conclusion, elle est tout à fait semblable. Ça veut dire que si on mange moins ou pas plus que ce dont on a besoin, si on gaspille moins, on va impacter moins. Cet effet quantité, il est très très important. Il ne faut pas l'oublier. Alors bien sûr, il faut après regarder au-delà de l'effet quantité. Et donc au-delà de l'effet quantité, c'est quoi? C'est la qualité. Et donc c'est aussi une chose qu'on a voulu faire très rapidement, dès qu'on a eu accès à ces données. Et on a voulu regarder quelles étaient les corrélations entre la qualité nutritionnelle de l'alimentation et son impact environnemental. En particulier, ce que je montre là, c'est l'impact carbone. Donc, on a utilisé plusieurs indicateurs de qualité nutritionnelle, et en particulier le MAR, qui est un indicateur de bonne qualité nutritionnelle puisqu'il reflète la teneur en nutriments essentiels dans l'alimentation. On a utilisé le MER, Mean Excess Ratio, donc c'est le contraire, c'est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle qui reflète la charge de l'alimentation en nutriments dont il est conseillé de limiter la consommation. Et puis la densité énergétique qui également est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle puisque plus elle est élevée, plus il y a moindre est la qualité nutritionnelle et surtout plus le risque de surconsommer des calories par rapport aux besoins est important. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'en fait, les relations allaient en sens opposé à ce que l'on avait cru qu'il se passerait. Hein. On imaginait qu'on aurait plutôt une meilleure qualité nutritionnelle associée à un faible impact carbone, mais c'est le contraire qu'on a vu. Comme vous le voyez ici, l'indicateur de bonne qualité nutritionnelle est positivement corrélé à l'impact carbone et les deux indicateurs de mauvaise qualité nutritionnelle étaient corrélés négativement. Donc, c'était une surprise. En même temps, c'était assez stimulant pour essayer de comprendre pourquoi c'était comme ça. Et je vais vous donner, en une diapo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est possible d'avoir cette relation inattendue.
Si on compare, et c'est un petit peu trop souvent ce qui avait été fait pendant longtemps, et ça se fait encore aujourd'hui, par exemple, avec la Eat Lancet Diet, on part sur des diètes un peu caricaturales et définies a priori. Donc là, j'ai mis volontairement 2 diètes caricaturales que tout oppose en termes de qualité nutritionnelle. À droite, vous avez une diète méditerranéenne, de type méditerranéenne, donc très diversifiée, équilibrée. Et puis à gauche, vous avez de la junk food, ce qu'on a appelé western diet, ce qu'on a appelé calorigide, ce qu'on appelle aujourd'hui aliments ultra-processés. Donc, si on se demande quelle est la plus durable entre les deux, spontanément, on va dire c'est la diète méditerranéenne qui est plus durable, puisqu'elle est plus saine et que dans la durabilité, il y a la qualité nutritionnelle et la santé. Mais finalement, ce n'est pas si évident que ça, qu'elle soit plus durable, puisque le durable, c'est pas seulement la santé, mais c'est aussi l'environnement et les autres dimensions. Alors, je m'explique. La densité énergétique de la diète de type junk food, elle est de 300 kilocalories pour 100 grammes. À l'opposé, la densité énergétique d'une diète idéale devrait être de 125-130 kilocalories pour 100 grammes. Ça veut dire que pour un individu qui a un besoin énergétique de 2000 kilocalories par jour, il lui suffit de consommer 660 grammes de la junk food pour avoir ses calories, alors que s'il consomme la diète méditerranéenne idéale, il va falloir qu'il ingère 1,6 kg d'aliments par jour, parce que ce sont des aliments de faible densité énergétique qui, par ailleurs, bien sûr, ont une très bonne densité nutritionnelle. Mais comme il y a une relation positive forte entre les quantités et l'impact carbone, donc tout à l'heure j'ai montré la relation avec les calories, mais là vous l'avez avec les quantités, elle est forte également, et bien vous voyez que le fait de manger une diète équilibrée, ça oblige finalement à manger des quantités importantes, et comme les quantités importantes sont corrélées à l'impact carbone, c'est ça en fait, c'est exactement ce phénomène-là qui expliquait pourquoi on avait trouvé, et elle existe, elle a été retrouvée par d'autres équipes après, cette relation entre la qualité nutritionnelle et l'impact carbone, mais pas dans le sens attendu. Bon, ce type d'exercice que je viens de faire là, il est aussi très limité. Quand on raisonne sur des diètes caricaturales, on arrive souvent à des impasses. Et une des raisons pour lesquelles on arrive à une impasse, c'est qu'on n'a pas la dimension culturelle. Parce que personne ne mange comme ce qui est à gauche, mais personne non plus ne mange tous les jours la diète méditerranéenne idéale. Donc, faisons rentrer un petit peu la culture là-dedans. Et la culture, c'est quoi? L'acceptabilité culturelle, c'est quoi? C'est ce que font les gens, ce qu'ils font aujourd'hui. On peut raisonnablement supposer que c'est ce qui est acceptable pour eux aujourd'hui. Donc, quelle est l'alimentation plus durable d'aujourd'hui? C'est ce que nous avons cherché à savoir dans la population française en regardant dans l'enquête alimentaire, il s'agissait d'un cas 2 à nouveau, si on pouvait trouver des individus qui avaient une alimentation plus durable que les autres. En regardant si on avait des personnes qui avaient à la fois une alimentation de meilleure qualité nutritionnelle que les autres, donc d'une qualité nutritionnelle supérieure à la médiane, et un impact carbone plus faible que les autres, donc inférieur à la médiane. Et est-ce qu'on a cherché à savoir si on avait des individus à l'intersection de ces deux exigences? Nous en avons trouvé 20%, donc un adulte sur 5 a déjà aujourd'hui une alimentation plus durable que les autres. Son alimentation est plus équilibrée et il a un impact carbone plus faible, enfin cette alimentation a un impact carbone aussi plus faible, de 20% en moyenne. Évidemment, on a voulu savoir ce que ces gens mangeaient. Et ce qu'on a trouvé, donc ils sont là, on les appelle aussi les déviants positifs parce qu'ils sont différents des autres, mais positivement différents. Et donc, vous avez ici la colonne de droite qui représente ces déviants positifs. On retrouve le fait qu'ils mangent moins que les autres, donc il y a l'effet quantité qui joue, puisque quand on mange moins, on aura un impact plus faible. Mais bien qu'ils mangent moins, ils mangent mieux.
parce qu'ils ont un meilleur équilibre. Alors, ils ont une très bonne diversité alimentaire, ils mangent de tous les groupes, c'est ce que vous voyez, toutes les couleurs sont représentées, mais la contribution de certains groupes est plus importante que d'autres. Les féculents, et en particulier les féculents non raffinés, les céréales complètes, sont plus importantes chez eux. Ils consomment aussi plus de fruits et de légumes. Pour les produits laitiers et les poissons, ça n'est pas différent. Et ils consomment moins de viande, mais ils en consomment quand même. Et en plus, on a vu, en utilisant l'estimation du coût dont je vous parlais tout au début, c'est-à-dire en affiliant aux aliments un coût moyen, eh bien, on voit que ces personnes dépensent, enfin, ce n'est pas des dépenses, mais le coût de leur alimentation est également un petit peu plus faible. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà une alimentation meilleure que celle des autres. Elle est diversifiée, elle est frugale, ils ne mangent pas plus que ce dont ils ont besoin probablement. Elle est flexitarienne dans le sens où il y a moins de viande et en moyenne même, elle pourrait être moins chère. Alors, comment c'est possible finalement? Comment font ces gens? Donc, on va reposer la même question, hein, une alimentation plus durable, comment faire en intégrant l'environnement cette fois-ci? On va reprendre exactement le même type de raisonnement en s'appuyant cette fois sur la hiérarchie des impacts environnementaux des catégories d'aliments. Donc là, ce que j'ai posé, c'est l'impact carbone en m'appuyant sur les données les plus récentes, donc les données Agribalise. Et comme pour tout à l'heure, comme pour le prix, je l'ai exprimé pour 100 kilocalories. Donc, vous avez l'impact carbone pour 100 kilocalories de bœuf et d'agneau, de poisson, de porc et de volaille, etc. Donc, vous avez tous les aliments qui sont classés ici dans un ordre décroissant d'impact carbone à peu près. Enfin, ce n'est pas tout à fait décroissant parce que j'ai mis les produits animaux à gauche et les produits végétaux à droite. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'effectivement, une première chose qu'on voit, c'est que les produits animaux ont un impact plus fort que les produits végétaux. Donc, si on veut aller vers une alimentation moins impactante, il va falloir aller vers plus de végétal pour la simple et bonne raison qui est très, très évidente sur cette diapositive. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'au sein des produits animaux, certains sont moins impactants que les autres. Et en particulier, les productions animales, le lait, les produits laitiers et les œufs sont moins impactants que la chair animale. Et au sein des viandes, eh bien, on voit qu'effectivement, la viande de ruminants, bœuf et agneau, est la plus impactante. J'ai dû couper d'ailleurs l'échelle parce que c'est très élevé, c'est vraiment très élevé. Donc, si on mange du porc et de la volaille, ça aura un plus faible impact carbone que si on mange du bœuf et de l'agneau. Et puis, au sein des produits végétaux, donc on va, comme pour la nutrition, on va avoir besoin de fruits et de légumes. Vous voyez que les fruits et légumes, ils n'ont pas un impact totalement négligeable quand il est exprimé pour 100 kilocalories, mais on en a besoin, il va falloir les augmenter. Et puis, on a exactement la même chose qu'avec ce que je vous montrais sur le coût tout à l'heure. On a des produits qui ont un faible impact carbone. Ils ont aussi, si on regarde les autres impacts environnementaux, ils sont faibles aussi. C'est les produits sucrés, les produits céréaliers raffinés, les matières grasses végétales. Pourquoi? Parce que ce sont des produits végétaux très basiques. Et donc, ils ont un faible impact carbone, mais ils ont aussi une très faible qualité nutritionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, déjà, il va falloir plutôt augmenter vraiment considérablement la quantité de légumes secs consommés. Et en ce qui concerne les produits céréaliers, passer au complet, vraiment passer au complet, ça va aider à augmenter les fibres et les vitamines, les minéraux, comme vous le savez. Donc là, je vais vous prendre l'exemple du panier français moyen pour être encore un petit peu plus concret et pour pouvoir aller même encore un petit peu plus loin que l'alimentation durable d'aujourd'hui pour essayer de voir finalement quel serait le panier durable de demain. Donc, je me suis appuyée sur des modélisations et des calculs pour arriver à ce panier durable de demain, mais en partant du panier du français moyen,
qui est équivalent à ce qui est donc ce qu'on peut voir sur les consommations alimentaires des adultes dans l'enquête 1-4-3 et en rapportant ça à la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour avoir le panier durable de demain? Donc, vraiment, c'est celui de demain parce que avec ce que je vais vous proposer là, finalement, on arrivera à une réduction de l'impact carbone de 40% par rapport au panier du Français moyen et une alimentation en termes de qualité nutritionnelle qui sera optimale. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment augmenter les fruits et légumes. Ben voilà, on le savait, il faut le faire, il faut vraiment le faire, il faut même beaucoup les augmenter. Il faudrait aussi augmenter les produits céréaliers, les légumes secs et le pain, mais en passant au complet. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour le pain blanc, on va juste garder les mêmes quantités, mais passer au pain complet. Pour les produits céréaliers, on va augmenter un peu et puis surtout, on va passer au complet et puis jongler, jouer sur la diversité parce qu'il y en a beaucoup, de la diversité dans ces produits-là. Et les légumes secs, ben, c'est vraiment carrément une introduction des légumes secs parce qu'aujourd'hui, on n'en consomme pratiquement pas. Et donc, il faut vraiment les introduire de façon importante et, par exemple, en suivant les recommandations du PNNS, qui sont de 2 portions par semaine, ce sera déjà extrêmement bien. Pour les produits laitiers, pour les œufs, pour le poisson, on a besoin de rien changer par rapport à ce que consomment les Français en moyenne actuellement. Si on reste comme ça, on a une alimentation qui est nutritionnellement adéquate et d'impact carbone et environnemental tout à fait satisfaisante. Pour les viandes et les charcuteries, là, c'est là qu'il va falloir se retrousser les manches pour vraiment changer les comportements. Aujourd'hui, un Français moyen consomme 700 grammes par semaine de viande et de charcuterie. Eh bien, il va falloir passer à 250 grammes avec de la diversité si on veut. Sinon, si on n'a pas l'habitude de consommer de la viande rouge, bien sûr, on ne va pas se mettre à en consommer. Et si on n'a pas l'habitude de consommer de la charcuterie, on ne va pas non plus se mettre à en consommer. Donc, un petit moyen mnémotechnique par rapport à ça, ah oui, j'ai oublié que, bien sûr, mais ça, on le sait, il faut diviser par 2 les produits gras, sucrés et salés dans ce panier durable de demain parce que voilà, c'est important pour la qualité nutritionnelle. Et donc, un petit moyen mnémotechnique que je vous donne, c'est que finalement, ça revient à consommer dans la semaine un jour des œufs, un jour du poisson gras, on en a besoin pour la vitamine D et les acides gras essentiels oméga 3 à l'enchaîne, un jour du poisson maigre, un jour de la viande blanche, un jour une autre viande, de la viande rouge si on aime ça, et puis éventuellement aussi encore un jour, le 6e jour, une tranche de jambon parce que c'est pratique, mais ça peut aussi être à nouveau des œufs ou à nouveau une autre viande. Et puis le 7e jour, on essaye de se passer d'œufs, de viande et de poisson pour essayer de faire une journée sans ces produits-là. Donc voilà, c'est juste un exemple. Le plus important, c'est que les gens partent du point où ils sont pour faire un pas vers plus de durabilité. Mais voilà, pour un Français moyen, ça donnerait ça pour aller vraiment vers un panier beaucoup plus durable qu'aujourd'hui. Alors, je vais juste attirer votre attention, mais vous l'avez un peu compris, hein, sur vraiment faire attention au raisonnement simpliste qui assimile le végétal et le sain. Tout ce que vous voyez là sur cette diapositive, c'est très végétal, c'est parfaitement et totalement végétal, mais ça n'est pas sain du tout. Et ça pose un problème parce que c'est pas cher et il se trouve en plus que c'est pas impactant en termes d'impact carbone et sur d'autres impacts environnementaux. Donc, on n'a pas tout ne va pas toujours dans le même sens et toujours dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est possible, ça, de réduire la consommation de produits carnés en France? On a des bons signaux. Il y a ce travail du CREDOC qui, grâce aux enquêtes,
Ces CAF qui sont menées très régulièrement peuvent suivre des évolutions sur la consommation des différents produits et ils avaient montré qu'effectivement, on observe une vraie tendance à la réduction de la consommation de produits carnés. Donc, ça veut dire quand même qu'une alimentation plus durable, eh ben, on peut s'y mettre tout de suite. Certains y sont déjà. On a vu déjà avec les déviants positifs qu'il y avait des personnes qui avaient déjà une alimentation plus favorable sur différentes dimensions de la durabilité. Je voulais juste dire que c'est vrai que quand on parle d'alimentation végétalisée, on s'inquiète un peu sur la biodisponibilité. Donc nous avons fait des études là-dessus en essayant de regarder d'un peu plus près pour voir s'il y avait des risques notamment sur le fer, sur le zinc et sur les protéines. Quand on réduit pour aller vers une alimentation qui a un moindre impact environnemental, donc forcément elle a moins de viande et moins de produits animaux. Et en fait, dans les différents modèles qu'on a pu regarder, on s'est rendu compte que de toute façon, on a besoin d'un rééquilibrage végétal et animal, même quand on tient compte de cette biodisponibilité, et que, grosso modo, dans l'idéal, et ça confirme des choses qu'on entend depuis longtemps, eh bien, il faudrait un rapport protéines végétales, protéines animales, 50-50. Je voulais juste vous signaler qu'il y a un autre document de la FAO qui est sorti en 2019, donc presque 10 ans après la première définition de l'alimentation durable, qui est plus opérationnel dans le sens où ça n'est pas juste une définition de ce que c'est que l'alimentation durable, mais c'est des éléments sur ce qu'il faudrait, les choses auxquelles il faudrait répondre pour aller vers cette durabilité. Et notamment, je vous signale, parce que je trouve que c'est vraiment très, très important, qu'il y a un point spécifique sur la lutte contre les inégalités de genre et l'allocation du temps. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les deux premiers points qu'ils ont mis, c'est un, l'allaitement, et deux, d'avoir une diversité d'aliments peu ou pas transformés, ce qui veut dire quand même faire la cuisine, sachant que c'est 75% du temps féminin, le temps passé à faire la cuisine. C'est quand même très rassurant que la FAO et l'OMS aient pensé à dire que oui, mais il ne faut pas que ce soit que les femmes. Alors évidemment, l'allaitement, ce sera les femmes forcément. Donc voilà, je voulais terminer sur juste ce constat, je pense qu'il va conforter tous les nutritionnistes dans ce qu'ils disent depuis toujours. C'est que équilibre, diversité et modération, ça reste tout à fait d'actualité quand on parle d'alimentation durable, comme quand on parlait d'alimentation favorable à la santé uniquement, la santé de l'homme. Aujourd'hui, c'est la santé de l'homme et la santé de la planète. Et la question aussi, c'est pas tant de savoir de combien réduire la consommation de viande ou de combien augmenter la consommation de produits végétaux. C'est vrai que là, je me suis un petit peu appliquée à donner des chiffres, puisque la question, c'était comment y arriver. Mais c'était pour un panier moyen, un Français moyen. Ni vous ni moi ne sommes des Français moyens. Et donc, ce qui compte, c'est que chacun, je l'ai déjà dit, puisse faire un pas dans cette direction, et chacun à partir de son propre point de départ. Voilà, donc j'ai terminé et je vais laisser la parole à Flore Nougared qui va vous faire une présentation sur l'expérimentation sur l'affichage environnemental. Et puis, je vous retrouve après pour des questions. J'espère que vous en aurez et que nous allons pouvoir échanger.